je vais vous parler d'activités de recherche que nous menons à l'École Polytechnique qui concernent le développement d'accélérateurs laser plasma. Donc, encore une fois, c'est un domaine à l'interface de nombreux domaines, sous-domaines de la physique que sont l'optique avec les lasers, la physique des plasmas et la physique des accélérateurs. Et je parlerai en particulier de leurs utilisations pour le traitement du cancer, mais aussi pour la détection de tumeurs cancéreuses. Donc, les accélérateurs ont été développés au cours des 15 dernières décennies afin de répondre à des questions fondamentales, donc afin de satisfaire la curiosité des scientifiques. Ils ont permis d'étudier tout d'abord la structure de l'atome. Donc, vous avez ici la machine qui a permis d'étudier la structure de l'atome, qui est un tube en fait, qui a été réalisé par Joseph Thomson. Ensuite, quelques décennies plus tard, ces accélérateurs ont permis de délivrer des particules encore plus énergétiques, qui ont permis d'étudier cette fois-ci l'intérieur de l'atome, donc le noyau, 100 000 fois plus petit que l'atome. Cette machine a été créée par Ernest Lawrence, c'était le premier cyclotron. Donc Ernest Lawrence a eu le prix Nobel pour cette machine qui, à l'époque, valait la bagatelle de 25 $. C'était probablement l'un des prix Nobel le moins cher de l'histoire de la physique, expérimentale bien sûr, avec la découverte du graphène dans les années 2005-2008. Ensuite, il a fallu... Donc c'était aussi intéressant de noter que Ernest Lawrence, c'était le pionnier de ce qu'on appelle la Big Science. Donc ensuite, il a fallu construire des machines de plus en plus importantes, de plus en plus grandes, et ces machines ont permis d'étudier l'intérieur des noyaux. Donc les noyaux sont constitués de protons et de neutrons, mais en fait ces protons sont aussi constitués de particules encore plus petites, 100 000 fois plus petites, que sont les quarks. Et pour étudier les quarks, il a fallu construire des machines gigantesques. Donc vous savez qu'en 2012, le dernier quark qui a été mis en évidence, c'est le boson de Higgs. Et ce boson de Higgs a été mis en évidence grâce au LHC, le Large Hadron Collider, qui délivre des faisceaux de protons de quelques téraélectronvolts, c'est-à-dire quelques 1000 fois 1000 milliards d'électronvolts. Donc pour vous donner une idée de la taille du CERN, du LHC, c'est une machine qui est localisée en France et en Suisse. Et la circonférence ici de cet anneau, qui est à 80 mètres sous terre, est de 27 km. Donc pour vous fixer les idées, si vous prenez le périphérique, fait 31 km, donc ça vous donne une idée de la taille de l'anneau du CERN. Et les détecteurs, par exemple Atlas, c'est un détecteur qui fait la dimension de Notre-Dame de Paris. Ça vous donne une idée gigantesque de ces machines. Donc il a fallu construire des machines de plus en plus grandes qui fournissent des particules de plus en plus énergétiques et c'est ce qui a permis de sonder, d'explorer l'infiniment petit. Donc la curiosité des physiciens a aussi amené à utiliser ces accélérateurs pour des applications sociétales, donc pour notre bien-être. En fait, le marché industriel des accélérateurs, c'est un marché qui se porte bien. Il correspond à peu près à 3 milliards d'euros par an. Parmi ces machines, il y a donc 500 machines, un quart des machines qui sont vendues par an dans le domaine des applications médicales, notamment pour la radiothérapie, c'est-à-dire pour le traitement du cancer. Donc ici, c'est une illustration, vous avez une machine à rayons X qui est utilisée, qui tourne autour du patient de façon à déposer de la dose pour détruire les tumeurs cancéreuses. Et ici, une autre machine qui sert à l'imagerie, à la détection des tumeurs cancéreuses. Ces machines reposent sur des cavités accélératrices qui sont des cavités métalliques. Le nom, c'est des cavités radiofréquences. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des cavités qui sont métalliques et donc qui ne peuvent pas supporter des champs électriques très intenses. En fait, la valeur des champs électriques est limitée à quelques 100 MeV, 100 mégavolts par mètre, c'est-à-dire qu'il faut 1 mètre pour une particule chargée, puisse gagner 100 mégaélectronvolts. Et ça, c'est un facteur limitatif qui est très sévère, qui indique que si on veut augmenter l'énergie des particules, eh ben, il faut augmenter la dimension des accélérateurs, et donc leur coût. Aussi, nous avons eu une très très forte pression de la part de la communauté afin de trouver une alternative à ces méthodes, à ces cavités métalliques, et le plasma est apparu naturellement comme étant une solution potentielle. Donc le plasma, qu'est-ce qu'un plasma ?
Un plasma, c'est un milieu qui est ionisé, c'est-à-dire qui est constitué d'électrons qui sont libres avec des ions. Donc, par nature, le plasma peut soutenir des champs électriques très très importants, puisqu'il est déjà électriquement parlant claqué. Donc ici, je représente une simulation numérique. En fausse couleur, vous avez une carte de densité électronique et vous pouvez voir l'analogie entre cette structure, cette cavité plasma, ici, qui permet d'accélérer sur quelques centaines de microns des électrons à des énergies supérieures à 100 gigavolts par mètre. Donc nous avons montré dans cette publication qu'il est possible d'augmenter de plus de 1000 à 10 000 fois les champs électriques qui sont utilisés dans les accélérateurs. Donc c'est une rupture technologique et je vais vous expliquer comment on s'y prend en pratique pour créer cette structure accélératrice. Donc le schéma a été proposé en fait par Tajima et Dawson en 1979 sur la base de travaux théoriques. Et l'idée est assez simple en fait. Il suffit d'utiliser une impulsion laser assez intense qui est représentée ici par cette ellipse verte. Donc c'est une petite bille de lumière. Cette bille de lumière qui est intense va pousser les électrons lors de son passage. Les électrons vont être évacués. Il va en résulter une séparation de charge. Donc les ions sont plus lourds et n'ont pas le temps de bouger. L'impulsion laser va pousser les électrons. Les électrons vont être séparés des ions. Donc il va y avoir un champ électrique de séparation de charge. Les ions vont rappeler les électrons. Donc les électrons vont se mettre à osciller dans le sillage de l'impulsion laser. Donc vous avez une perturbation de densité qui est représentée ici en fausse couleur. Et parce que vous avez fait cette perturbation de densité, cette séparation de charge, vous avez un champ électrique ici qui est associé. Donc c'est analogue à un bateau qui se propage sur une rivière. Le bateau va créer une onde de sillage. Vous pouvez voir cette petite onde de sillage. Et si un surfeur se situe en haut de cette onde, il va pouvoir descendre et être accéléré par cette petite onde de sillage. En pratique, c'est ce que l'on fait. On a une impulsion laser qui crée cette onde de sillage. Et si on s'y prend bien, on est capable de mettre des électrons en haut de cette vague. Et les électrons vont pouvoir descendre la vague qui bouge à une vitesse proche de la vitesse de la lumière et donc gagner de l'énergie. Un film qui permet de voir la dynamique et toute la beauté de la physique qui est en jeu. Donc c'est une impulsion laser qui est représentée cette fois-ci en bleu, qui va se propager. Et au cours de sa propagation, la force pondéromotrice, cette force de pression de radiation, va pousser les électrons vers l'avant, vers l'arrière. Donc vous voyez la perturbation de densité ici qui se crée, mais aussi radialement, ce qui va conduire à cette forme-là, cette petite cavité, donc une cavité qu'on appelle la bulle. Et c'est cette cavité qui va permettre d'accélérer des électrons, mais aussi de faire osciller les électrons dans le sillage de l'impulsion laser. Donc il y a beaucoup de physique très très intéressante dans ce domaine non linéaire. Et vous avez ici, donc en fausse couleur, représenté en rouge la perturbation de densité électronique et en bleu le champ électrique longitudinal. La même impulsion laser permet donc de créer cette onde de sillage. En pratique, ce que l'on fait, c'est qu'on prend une impulsion laser, on la focalise sur un jet de gaz. L'impulsion laser va ioniser le gaz et va créer l'onde de sillage et donc créer le faisceau d'électrons. Donc vous avez en entrée une impulsion laser et en sortie un faisceau d'électrons qui peut avoir des énergies jusqu'à quelques centaines de mégaélectronvolts. Si vous changez la cible maintenant et que vous prenez non pas un jet de gaz, mais une cible mince, solide, une feuille très très fine, inférieure à 1 micron. Cette fois-ci, l'impulsion laser ne peut pas se propager, la cible est surdense. L'impulsion laser va être stoppée par la cible. Une partie de son énergie va être convertie en électrons, représentés en vert, ces petites billes, qui vont traverser la cible. En traversant la cible, ces électrons vont ioniser la surface arrière de la cible et créer un champ électrique de séparation de charge qui va accélérer dans son sillage des ions qui sont représentés ici avec les petites billes rouges. Donc c'est la façon que nous utilisons au laboratoire pour accélérer des protons. Enfin, si on fait un zoom sur la première arche ici, la bulle, l'impulsion laser est représentée ici, elle a poussé les électrons. Vous voyez les électrons qui circulent autour de la bulle. Ces électrons sont injectés à l'arrière de la bulle. Ils voient des ions à l'intérieur de la bulle, donc ils sont attirés par ces ions, ils sont injectés, ils sont accélérés. Mais au cours de leur accélération, les électrons qui ne sont pas injectés exactement le long de l'axe de symétrie de la bulle voient aussi des champs électriques radiaux. C'est la raison pour laquelle ils vont être attirés vers le centre de la bulle
et donc osciller au cours de leur accélération. Une particule chargée qui oscille émet du rayonnement, et ce rayonnement a le bon goût d'être dans le domaine des rayons X. Donc ce sont les trois méthodes que nous utilisons, soit pour produire des faisceaux d'électrons relativistes, soit pour produire des protons à quelques dizaines de mégaélectronvolts, soit pour produire du rayonnement X. Les expériences sont réalisées au sein du laboratoire d'optique appliquée à l'école polytechnique, et le laser que nous utilisons peut largement tenir à l'intérieur de cette pièce. Donc vous avez ici une vue de la table optique sur laquelle repose le système laser. L'impulsion laser descend au niveau inférieur et est distribuée dans les différentes salles expérimentales, et ce sont dans ces gamelles expérimentales que nous faisons nos expériences. Donc ici, on a le laser. Vous pouvez voir le système laser qui est représenté ici. Le capot est ouvert afin de voir les détails du laser. Et ici, vous avez en dessous donc le système expérimental avec les chambres d'interaction. Et enfin, vous avez une salle de contrôle, parce qu'évidemment, il faut sortir de la zone de tir pour être protégé. Et donc, nous travaillons dans la salle de contrôle. Vous pouvez voir ici une partie de l'équipe qui est en train d'aligner depuis les systèmes de contrôle avec les ordinateurs les différents paramètres, soit du laser, soit de la chambre d'interaction. Donc, vous avez compris comment fonctionnaient ces accélérateurs laser plasma. Maintenant, nous avons identifié des applications médicales pour la radiothérapie et pour l'imagerie. Donc la radiothérapie, ça constitue 50% des traitements des cancers. 50% des traitements des cancers sont réalisés avec la radiothérapie. 95% des cancers sont traités par radiothérapie avec des machines à rayons X, et elles fonctionnent sur le principe suivant. Donc quand vous avez une particule ou du rayonnement ionisant, quand cette particule ou ce rayonnement va interagir avec un patient, elles vont déposer de l'énergie, et le profil de dépôt est représenté ici pour des rayons X en violet, des rayons X à 8 MeV, donc 95% de la radiothérapie avec des rayons X, ou alors avec des faisceaux de protons qui est représenté en jaune. Alors vous pouvez voir que les faisceaux de protons sont très intéressants parce qu'ils déposent leur énergie à une profondeur bien définie, dépendamment de leur énergie. C'est ce qu'on appelle le pic de Bragg. Et si un patient a une tumeur qui est localisée, mettons, entre 20 et 30 cm, ce que l'on fait avec un faisceau de protons, c'est qu'on change l'énergie de protons afin de couvrir le volume de la tumeur. Si on utilise des rayons X, vous comprenez très bien qu'il faut irradier le patient à plusieurs angles. Si vous faites une irradiation à un seul angle, vous déposerez plus d'énergie avant la tumeur que dans la tumeur. C'est la raison pour laquelle les médecins irradient les patients à plusieurs angles pour avoir une dose cumulée dans la tumeur qui est plus importante au sein de la tumeur que dans les tissus sains environnants. Si vous considérez maintenant des électrons de très forte énergie, à 250 MeV, tels que ceux que nous produisons régulièrement au laboratoire, vous voyez que le profil de dose est intéressant, il est plat, et il est plat sur des distances de quelques dizaines de centimètres, et vous comprenez bien que ces faisceaux d'électrons peuvent donner des résultats meilleurs que les rayons X, et un peu moins bons que des protons. Les protons, aujourd'hui, sont utilisés pour le traitement du cancer. Ces machines coûtent très très cher. En fait, en France, il y a seulement 1000 patients qui sont traités, alors qu'il y a 200 000 patients qui sont traités en France par la radiothérapie. Et la raison de ce manque de traitement, c'est dû au fait que les accélérateurs coûtent cher. Donc ça, c'est un centre de protonthérapie. Vous avez un accélérateur, le faisceau de protons est distribué dans les différentes salles de traitement. Vous avez des bras isocentriques ici, et vous avez ici le lit sur lequel est positionné le traitement. Donc c'est le coût de l'installation et l'encombrement de l'installation qui limite la diffusion de ce traitement qui est pourtant très bon. Donc une alternative sur laquelle nous travaillons, c'est l'utilisation des faisceaux d'électrons de forte énergie. Donc ici, ce sont des résultats d'une étude basée sur des simulations numériques. Vous pouvez voir ici une coupe sagittale d'un patient qui a une tumeur de la prostate. Et ici, ce sont les isodoses avec 7 faisceaux d'irradiation pour des rayons X, ce qui est utilisé aujourd'hui. Et dès lors que vous utilisez des faisceaux d'électrons à 250 MeV, vous pouvez voir la réduction de la dose le long de l'axe de propagation de ces faisceaux qui indique que l'on peut améliorer le traitement le cancer de la prostate avec des électrons en réduisant de 20% cette dose qui est déposée inutilement dans les tissus qui sont sains ou dans les organes qui sont sensibles, qui sont situés autour de la tumeur. Enfin,
Les rayons X que nous développons ont le bon goût d'avoir une propriété qui s'appelle une propriété de cohérence spatiale, ce qui nous autorise à faire de l'imagerie par contraste de phase. Alors pour comprendre la différence entre l'imagerie X par absorption qui permet de révéler, par exemple, ici, le squelette de cette souris, donc c'est ce qui est utilisé lorsque vous avez une fracture, vous allez voir votre médecin. C'est l'imagerie par contraste, par absorption qui est utilisée, qui est basée sur le fait que la densité des os est différente de la densité des tissus mous qui est autour des os. Le contraste de phase lui permet, par exemple, de voir des tissus qui sont mous, là ici la trachée artère avec les poumons, donc qui sont bien indiqués pour pouvoir révéler à un stage précoce les tumeurs du sein. Et au sein du laboratoire, nous avons commencé à développer cette source, Bétatron, qui a permis d'imager ici une abeille. Donc vous pouvez voir les yeux de l'abeille, le corps de l'abeille. Ici, c'est obtenu avec un tir. Ici, c'est une séquence de 13 tirs qui montre la stabilité de la source. Donc ça, c'est un résultat qui est très, très prometteur. Ce sont déjà des enjeux importants, des enjeux sociétaux qui sont importants. On développe maintenant des accélérateurs qui permettent de produire des faisceaux d'électrons, des faisceaux de rayons X, tout à fait pertinents pour la radiothérapie et pour la détection précoce des cancers du sein. Et enfin, il y a un autre aspect que je n'ai pas eu le temps de traiter, qui ouvre des perspectives tout à fait intéressantes pour la radiobiologie. Je voudrais conclure en remerciant mon équipe. C'est une équipe de physiciens expérimentateurs très, très chevronnés. Donc, je les remercie très vivement. Je n'ai pas mis la liste de tous les doctorants parce que la liste aurait été trop longue. J'en profite aussi pour remercier nos différentes institutions, l'École Polytechnique, l'ENSTA et bien sûr le CNRS. Et enfin, une de nos agences de financement qui est l'ERC. Merci beaucoup pour votre attention.